Alors du coup, je me présente très rapidement, Arnaud Giovanna, je suis en charge du dispositif Communautique. Aujourd'hui, donc c'est le premier webinaire organisé en 2025 et ce webinaire va porter justement sur les tendances 2025. On va essayer de voir ensemble en quoi cette année est une année importante dans plein de domaines, dans le domaine numérique, mais pas que, puisque le numérique maintenant, je pense que tout le monde le ressent avec l'actualité, a aussi un grand facteur géopolitique, politique, et donc on va essayer d'analyser ça en première partie. Et puis sur la seconde partie, je vais vous expliquer, vous donner un petit peu les tendances en termes de technologie sur le numérique, donc les technos qui vont être importantes pour les acteurs de la formation. Et en dernière partie, j'évoquerai justement le programme communautique, le programme d'animation, les nouveautés au sujet de ce dispositif sur la plateforme et sur ce qu'on a prévu de faire, de réaliser durant l'année 2025. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, voilà, à me dire si au niveau de la connexion, tout se passe bien. Et puis, bah, du coup, on peut commencer. Donc, je vais couper ma caméra et on va commencer ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, on va parler des tendances 2025 euh, durant ce webinaire. Et puis après, on évoquera en fait communautique, donc du coup, ce qu'on a prévu de faire sur ce dispositif cette année. Alors, premier élément, je vais essayer de faire une contextualisation, je dirais, du numérique. C'est extrêmement important cette année, puisque au regard de l'actualité, il est important de bien, je dirais, dessiner les contours de ce qu'est le numérique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, le numérique n'est plus un simple outil, hein, c'est l'infrastructure sur laquelle se repose toute notre société. Et les acteurs de la formation, de manière traditionnelle, de manière historique, en fait, ont toujours accompagné les changements liés à cette infrastructure. Donc typiquement, depuis que le numérique existe, depuis que les logiciels sont présents, ça a toujours influencé en fait les acteurs de la formation, soit effectivement en transformant l'appareil de formation et la manière d'apprendre, soit en plaçant les acteurs de la formation comme, je dirais, vecteurs ou acteurs de la maîtrise des compétences numériques. Donc, le numérique a toujours été au cœur, en fait, des acteurs de la formation, au cœur des parcours de formation. Et les acteurs de la formation ont toujours été sollicités pour accompagner les différentes transformations numériques sur lesquelles euh, on a pu traverser durant ces 2 dernières décennies. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ça continue et que on a en fait des acteurs extrêmement puissants qui s'intéressent de plus en plus à la formation, à l'éducation. Donc là, je vous cite un exemple. OpenAI vient de signer un premier contrat avec l'Estonie, et donc le gouvernement va faire une première initiative, donc une initiative mondiale, première initiative mondiale visant à intégrer ChatGPT dans le système éducatif national. Donc vous voyez que vous avez le numérique et la formation ont toujours été extrêmement liés. Et on a toujours sollicité les acteurs de la formation pour la montée en compétences, pour transformer l'appareil de formation et pour permettre aux apprenants en fait de suivre justement les évolutions technologiques. Alors, en introduction, je vous conseille euh, euh, 3 ouvrages qui sont importants pour comprendre l'actualité, pour comprendre l'époque. Donc, le premier ouvrage, c'est celui de Arnaud Aurin, Le Monde confisqué, qui explique la bascule qu'on est en train de vivre en termes de système économique, en termes de système au niveau du capitalisme. Le deuxième ouvrage, c'est celui de Yanis Varoufakis, qui lui explique en quoi les GAFAM en fait sont devenus hégémoniques et en quoi ça transforme nos sociétés. Et puis le dernier ouvrage porte sur l'IA. C'est un ouvrage de James Riddle qui lui fait une sorte de, d'explication très complète sur ce qu'est l'intelligence
et sur les impacts de l'IA dans nos sociétés. Donc, je vous conseille ces 3 ouvrages, ils sont extrêmement importants. Ils permettent de bien comprendre les bouleversements qu'on est en train de vivre et d'avoir un éclairage pertinent sur notre époque. Autre figure importante dans le paysage français, c'est la figure de Tariq Krim, qui a créé récemment un think tank justement sur les enjeux liés au numérique, sur l'intelligence artificielle et également sur la géopolitique de ces éléments-là. Donc je vous conseille vraiment de suivre ce que Tariq Krim dit, de suivre sa newsletter, c'est extrêmement enrichissant. Et c'est un pionnier du numérique en France, puisque ça a été le premier à mettre en place un cloud qui n'a malheureusement pas fonctionné à cause de manque de moyens et d'investissement à l'échelle européenne et à l'échelle française, mais il porte un regard qui est extrêmement pertinent sur l'état actuel du numérique en Europe et en France. Autre ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la ressource du Grand Continent qui publie des articles très pointus en termes de géopolitique et notamment aussi également sur le numérique. Alors, mise en contexte sur ce qui se passe cette année, puisque je pense que vous le savez, l'année est assez particulière, ce qu'on est en train de vivre. Le conseil que j'ai à donner aux acteurs de la formation aujourd'hui, c'est que l'autonomie, donc c'est le concept, ça va être le concept le plus important. Il faut que les acteurs de la formation puissent comprendre que le numérique, on ne peut plus simplement être des utilisateurs, il faut commencer à prendre le numérique pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil à la fois de géopolitique et de pouvoir et un outil de transformation de nos sociétés. Et donc, il faut qu'on puisse acquérir une autonomie. Et donc là, je vous remets effectivement ce qui s'est passé dernièrement sur les 25 dernières années. Ce qu'on a vu sur les 25 dernières années, c'est qu'on était dans un cycle de conception. Donc il y a des dates phares que je vous ai mis dans cette frise. Ça a commencé par la bulle Internet, par l'explosion de la bulle Internet qui a permis l'émergence en fait d'acteurs comme Google, Amazon, etc. Ça a permis aussi également la création de Facebook. Et en fait, tout ce cycle, c'est ce que j'ai appelé le cycle de conception. Donc en fait, pendant 25 ans, si vous voulez, quand on parlait de transformation digitale, ça a été surtout un cycle de conception, notamment pour la puissance américaine et également pour la puissance chinoise. Il y a des dates qui sont extrêmement importantes. Alors souvent, tout le monde pense à la date, à l'apparition de l'iPhone, puisque ça a démocratisé, ça a massifié l'accès à Internet. Mais la date la plus importante, à mon sens, c'est 2010, l'arrivée du cloud computing. Donc, en français, l'arrivée des centres de données, des data centers. Et le cloud computing, en fait, c'est ce qui permet aujourd'hui d'utiliser l'ensemble des services digitaux. Sans le cloud, vous n'avez pas Airbnb, vous n'avez pas Uber, vous n'avez pas tous les SaaS qu'on utilise aujourd'hui, donc les software as a service, c'est tout simplement les logiciels qu'on paye par abonnement sur Internet. Et ça a vraiment transformé le paysage numérique et ça a permis, c'est le cloud qui a permis une hégémonie des GAFAM, donc de Google, d'Amazon, de Facebook et de Microsoft. 2022 arrive une nouvelle technologie, l'IA générative, qui, pareil, va transformer notre société et va avoir un impact géopolitique et politique sur nos sociétés. Donc ça, c'est le cycle de conception. Et si vous voulez, sur ce cycle, comment dire, on n'a pas eu, on a laissé faire, on est resté utilisateur. Aujourd'hui, en 2025, en quoi cette année est clé, en quoi cette année va tout changer, c'est qu'on est dans un nouveau cycle, un cycle que j'ai appelé un cycle d'exploitation et d'extraction. C'est-à-dire que là, en 2025, vous le voyez à la télévision, dans les médias, vous l'entendez dans les podcasts, les experts du numérique en parlent, les experts en géopolitique en parlent. On est dans un nouveau cycle où là, c'est un cycle d'ingérence. Je prends l'exemple de Twitter où on se pose tous la question de savoir si on doit rester ou non sur Twitter. On voit effectivement les États-Unis utiliser le numérique comme levier pour influencer des élections en Europe notamment. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le cycle d'ingérence en fait, où en fait le numérique est utilisé comme levier
de domination, de manipulation aussi également de nos démocraties. Et le numérique est aussi devenu un outil de rente, en fait. Donc, clairement, ce qui s'est passé, c'est que pendant 25 ans, ils ont construit des infrastructures. On utilise ces infrastructures et maintenant, les GAFAM notamment, mais aussi les plateformes chinoises ne sont plus, comment dire, dans un aspect purement utilisation. Ils viennent réclamer une rente, en fait, sur ces outils. Alors, si on revient un petit peu sur ces 25 ans, on voit au tout début, par exemple, le premier slogan de Google, c'était « Ne soyons pas malveillants ». Donc ça, c'était en 2001. Et puis, peu à peu, les déclarations, notamment du PDG de Google, ça a été « Nous savons où vous trouvez, nous savons ce que vous aimez ». Donc là, ça a indiqué clairement des tendances, en fait, de ce qui se passait sur les 25 dernières années en termes de transformation digitale. Et puis, si on continue, Facebook, le premier slogan de Facebook ou la première tagline de Facebook, ça a été de dire on vous aide à vous connecter, on vous aide à partager des bons moments avec les personnes de votre vie. Et récemment en 2018, le PDG de Facebook déclarait Facebook ressemble davantage à un gouvernement qu'à une entreprise traditionnelle. Et ça, en fait, on l'a vu, on a vu ces changements, on a vu ces bouleversements arriver pendant 25 ans, donc de 2000 à 2025. Il y a eu très peu de réactions par rapport à ces changements. On a toujours continué à utiliser ces outils. Aujourd'hui, on est arrivé dans ce deuxième cycle où le numérique est un outil de pouvoir géopolitique et un outil de rente. Donc, sur l'aspect géopolitique, il y a plein d'exemples. Vous avez pu les voir à la télévision, dans les médias. L'un des premiers éléments qui a été dit de manière très frontale par l'administration américaine, c'est le VP américain, donc J.D. Vance, le vice-président américain, qui, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, a prononcé ces mots. Il a dit « Si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique, alors elle n'est pas très forte. » Donc ça sous-entend que il ne dénonce pas ça et qu'ils sont proactifs ou qu'ils laisseront faire, du moins, ces plateformes déstabiliser nos démocraties. On voit aussi également que Donald Trump utilise notamment la technologie d'Elon Musk, donc le réseau satellitaire qui permet de fournir un accès à Internet pour faire pression sur la guerre en Ukraine. On voit aussi ce qu'on appelle des executive orders, donc des décrets qui sont passés aux États-Unis, où là, ils sont extrêmement agressifs, c'est-à-dire qu'en Europe, ils estiment que notre fiscalité sur le numérique, donc dire que les acteurs du numérique doivent contribuer à l'effort en Europe, doivent payer un tribut, payer un impôt juste, tout ça, c'est remis en question par Donald Trump et il souhaite que l'Europe n'applique aucune fiscalité sur les GAFAM. Et enfin, au cœur de ce qui se passe aux portes de l'Europe, au cœur de la guerre russo-ukrainienne, il y a les enjeux des terres rares. Donc les terres rares, c'est les ressources qui permettent de concevoir nos CPU, de concevoir l'ensemble des infrastructures du numérique, donc notamment les semi-conducteurs, les puces électroniques, les composants électroniques. Et ce qui a été dealé, ce qui a échoué lors de la dernière négociation qu'on a tous vu à la télévision, c'est cet enjeu des terres rares. Donc en fait, le numérique, en 2025, il est totalement géopolitique. Absolument. Et en fait, en tant qu'acteur de la formation, il y a une responsabilité, il y a une question à se poser sur l'usage du numérique, sur les outils qu'on utilise, sur l'IA. On sait que la plupart des modèles d'intelligence artificielle sont soit américains, soit chinois. Et donc, il y aura cette question à se poser au moment où soit on va transformer notre appareil de formation, ou soit au moment où on va faire des montées en compétences ou créer des parcours de formation. Alors là, je vous montre quelques extraits dans la presse. On voit que le gouvernement Trump
demande à ce qu'on renonce à toute fiscalité sur le numérique et pourra imposer des sanctions commerciales de manière unilatérale. Autre extrait dans la presse, hein, Donald Trump qui menace effectivement de retirer Starlink pour l'Ukraine. Et puis, le fameux accord qui a échoué ce week-end sur les terres rares. Je vous disais, il y a deux éléments. Il y a un élément géopolitique dans le numérique, et il y a un élément de rente. Et donc, en fait, l'élément de rente, il s'explique très simplement. Toute l'infrastructure, ou quasiment l'ensemble des logiciels que nous utilisons appartiennent soit aux Américains, soit aux Chinois. Et donc là, aujourd'hui, clairement, ils savent qu'ils ont un monopole, ils savent que ces outils sont devenus indispensables pour nous. Et donc, on va voir très rapidement les prix de ces logiciels augmentent. On va voir ils ont déjà augmenté. On voit que sur la suite bureautique, en fait, Microsoft commence à faire gonfler ses prix. On voit que pour VMware, qui est un outil de virtualisation, donc qui est utilisé dans les data centers, qui est extrêmement important, en fait, les prix ont augmenté. Et là, l'ensemble des DSI françaises se posent la question de comment on peut sortir d'un outil américain qui est important dans nos centres de données. On voit aussi que, à nouveau, Microsoft augmente et comment on peut soit y échapper, comment on peut s'y préparer. Google est en train d'augmenter ses prix. Un logiciel, l'un des premiers logiciels de gestion de paye détenu par un fonds américain a augmenté ses prix de manière très, très agressive. Et donc, vous voyez que là, l'ensemble des directions des systèmes d'information, en fait, même sur le cloud, est en train de chercher des issues, en fait, parce que le cloud est massivement américain. On le voit aussi sur des logiciels de PAO, on le voit dans le divertissement. Donc, en fait, l'ensemble de ces logiciels appartiennent à des groupes américains, et là, ils savent qu'ils sont hégémoniques, et donc, ils viennent réclamer leur dû, c'est-à-dire ils viennent réclamer leur retour sur investissement. Donc, former aux outils du numérique aujourd'hui, c'est plus simplement transmettre des compétences, hein, c'est préparer le monde, préparer ses apprenants à pouvoir être souverains, en gros, et se poser la question de la souveraineté numérique. Et clairement, on peut le dire, on est dans la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être de simple utilisateur. On ne peut plus être de simple utilisateur, on ne peut plus se contenter d'aller à des commodités, c'est-à-dire d'aller se dire on va prendre une licence Microsoft, on va prendre une licence OpenAI. Tout ça, c'est fini, puisqu'il y a des risques à la fois géopolitiques et des risques aussi en termes de coûts sur nos organisations. Et donc, l'avertissement en fait qu'on peut donner, c'est ne plus être des simples utilisateurs et puis ne pas tomber dans le piège du nouveau cycle qui est le cycle d'exploitation et d'extraction, donc autrement dit d'ingérence et de rente. Donc voilà, ça c'était pour une première mise en contexte sur l'année 2025. Je vais dérouler l'ensemble des tendances que j'ai pu répertorier qui sont extrêmement importantes en termes de technologie, dont les acteurs de la formation vont pouvoir s'emparer et sur lesquels ils vont pouvoir réfléchir et qui va leur permettre de continuer, je dirais, à transformer l'appareil de formation. Alors, effectivement, le premier élément aujourd'hui qui fait l'actualité depuis 2-3 ans, c'est l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on peut dire dessus, très rapidement, c'est qu'il y a deux visions qui s'opposent. Il y a la vision d'une IA propriétaire, c'est-à-dire une IA commercialisée qui appartient à un groupe, une IA fermée dont on ne connaît ni le code ni les algorithmes. C'est typiquement OpenAI avec ChatGPT. Et puis, il y a une deuxième vision qui est l'IA open source. Donc là, le code est beaucoup plus libre, beaucoup plus accessible, même si tout n'est pas accessible. Ça va être Meta, ça va être DeepSeek, donc le modèle chinois. Ça va être également Mistral qui propose des modèles en open source. Ce qu'on peut dire sur le marché de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en tension. Il y a des nouvelles fonctionnalités tous les mois, toutes les semaines. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir une course au ratio performance-énergie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec DeepSeek notamment, c'est que les Chinois ont réussi à faire un modèle IA beaucoup moins énergivore, beaucoup plus performant. Et donc là, il y a une course vers
je dirais, l'efficacité énergétique et vers la diminution des coûts d'entraînement. Et puis, on a aussi également des emballements qui sont démesurés. Je reviens sur l'exemple de DeepSeek. Quand DeepSeek est sorti, Wall Street a perdu 1000 milliards de dollars. Donc, effectivement, c'est un écosystème qui est extrêmement fluctuant, qui est extrêmement dur à suivre, même pour des experts. La veille est extrêmement compliquée à tenir. Et donc, le marché n'est pas encore stable, il est encore en train de se reconfigurer. Et on peut dire que ça va mettre peut-être 10 ans, en gros, avant qu'on ait des produits stables qu'on puisse utiliser, des produits qui vont rentrer dans le quotidien des utilisateurs. Mais là, aujourd'hui, en fait, on va vivre en fait des bouleversements incessants. Autre élément important pour 2025, c'est l'arrivée des agents IA. Donc les agents IA, c'est tout simplement des agents qui sont autonomes, qui peuvent accomplir des tâches tout seuls, sans intervention humaine. Donc OpenAI a sorti son agent, qui s'appelle Opérateur. D'autres acteurs de l'IA, de l'intelligence artificielle, travaillent dessus. Et donc on va vers une autonomisation accrue, et notamment sur les emplois, sur les métiers intellectuels ou les emplois de bureau. Et enfin, je termine là-dessus. Bon, on le constate tous, il y a un retard qui est extrêmement important en UE, même si on a Mistral, à savoir que Mistral est détenu en partie par Microsoft, donc il y a du capital américain dans Mistral. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a des efforts français qui sont faits. Il y a eu le sommet de l'IA, il y a eu notamment l'arrivée de Lucie, l'LM souverain français. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits sur l'Europe et des investissements à l'échelle européenne et à l'échelle française en termes d'intelligence artificielle. Donc là, pareil, des coupures que je vous ai montrées, des coupures de presse, très rapidement sur l'opposition IA propriétaire et open source. Vous avez le patron d'OpenAI, de ChatGPT, qui déclare qu'il pense qu'il est du mauvais côté de l'histoire parce que son modèle n'est pas open source. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il y a une stratégie pour les acteurs du numérique à diffuser massivement partout en fait leur modèle. Et donc, ils se rendent compte que le modèle chinois, la stratégie chinoise de faire de l'open source, c'est-à-dire d'avoir un modèle qui est ouvert, qui est gratuit aussi également. Donc, l'open source, on le verra, c'est pas synonyme, c'est pas forcément synonyme de gratuité, mais pour le coup, DeepSeek est un modèle gratuit. Les Chinois, eux, sont dans une autre stratégie qui est de dire on va massifier, on va rendre notre modèle universel et on va le faire en sorte qu'il soit diffusé et diffusable partout et le partager partout gratuitement. Donc, vous voyez que sur ces visions propriétaires open source, on retrouve ce que je vous avais mis en contexte, le côté propriétaire où OpenAI, eux, ce qu'ils attendent, c'est une rente. Donc, c'est de dire on va faire payer, obtenir, commercialiser notre modèle. Et les Chinois, eux, sont dans la diffusion de l'outil, dans la diffusion massive de l'outil, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, etc. Donc, sur le côté propriétaire et open source, il y a ces deux éléments, ces deux contextes que j'ai expliqués précédemment. Et donc, ces deux stratégies qui sont en opposition. Et vous avez le patron d'OpenAI qui voilà, déclare que peut-être l'idée d'avoir un modèle commercial n'est pas la bonne approche et qu'ils auraient dû avoir un modèle plus ouvert pour pouvoir se diffuser partout, en fait. Donc, et la diffusion, hein, c'est l'idée effectivement de pouvoir s'implanter dans les DSI, dans les entreprises, auprès des utilisateurs et avoir un levier voilà, de coercition, de domination, etc., ce que j'ai expliqué précédemment. Idem, autre coupure où là, où je vous expliquais sur les emballements en fait liés au changement, aux perturbations du marché. Donc l'arrivée d'un modèle peut créer typiquement un impact très fort sur les bourses, notamment celle de Wall Street où ils ont perdu 1000 milliards de dollars d'un coup. Opérateur, donc ça c'est l'agent IA qui exécute des tâches autonomes. Il y en aura d'autres et en fait 2025, ça va être vraiment l'arrivée massive de ces agents et leur utilisation, soit dans les entreprises, soit dans les organisations, etc.
Et un petit mot pour Lucie. Donc, Lucie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui a été très mal accueillie par la presse française, par les experts français. C'est dommage parce qu'en fait, c'est quand même une initiative française. Des accidents marketing, ça arrive, etc. Moi, je pense qu'il faut soutenir toute initiative dans l'IA et toute initiative qui permet d'avoir un LLM gratuit, open source et souverain. C'est extrêmement important. Oui. Oui, je lis votre... ouais, Florent, effectivement. Bah, c'est dommage. Effectivement, c'est dommage pour Lucie, mais je pense qu'il faut continuer à soutenir ces initiatives. On en a besoin au vu de ce qui se passe actuellement. Et puis, sur le sommet de l'IA, bon, bah, ça a été, enfin, pareil, une initiative qu'il faut soutenir, l'idée de pouvoir rassembler notamment les pays européens sur ce sujet. Alors, petit état des lieux sur ce que permet une IA aujourd'hui, ce que permettent les modèles en fait. Donc, je pense que tout le monde voit les premières capacités de l'IA sur les tâches basiques. Donc, c'est voilà, générer, analyser, détecter, trier, synthétiser. Donc, ça, c'est je dirais, les premières capacités de l'IA qu'on a tous utilisées. Si vous allez sur ChatGPT ou sur Mistral, vous voyez que très facilement, votre IA permet voilà, de trier différents textes, de pouvoir les analyser, les synthétiser, etc. Ce qui est arrivé très rapidement, ça a été la multimodalité, donc la capacité à une IA de traiter, de générer différents formats, donc de pouvoir analyser une image, analyser de la vidéo, du son, ou de pouvoir générer de la vidéo, du son et une image. Ensuite est venu ce que j'ai expliqué lors de la conférence au Havre sur l'IA, le RAG, donc la capacité à pouvoir mettre, à pouvoir plugger, brancher une base de données externe sur un modèle LLM, sur une IA. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'IA en fait de pouvoir récupérer des données en temps réel. Et donc, typiquement, vous êtes un acteur de la formation, vous avez vos propres contenus pédagogiques, eh bien, vous pouvez brancher une IA sur une base de données où on retrouve ces contenus pédagogiques et l'IA va pouvoir en fait utiliser ces données, répondre à des apprenants, répondre aux formateurs, etc. Ensuite, vous avez une autre capacité qui est arrivée, c'est le function calling, ou ce qu'on appelle aussi les tools, les outils. Et donc là, c'est la possibilité pour une IA de pouvoir être relié à un service. Donc typiquement, ça peut être une messagerie, ça peut être un logiciel, ça peut être un système de fichiers, ça peut être aussi également une API. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on peut très facilement dire à une IA d'envoyer des emails, d'envoyer des textos, d'envoyer des messages sur WhatsApp, de pouvoir se brancher à un logiciel type un CRM ou un logiciel administratif pour pouvoir gérer l'inscription d'utilisateurs, etc. De pouvoir avoir accès à des systèmes de fichiers pour retrouver des fichiers, notamment sur nos disques durs. Et donc ça, c'est le function calling. Autres capacités qui ont été développées, qui sont utilisables aujourd'hui, vous avez la capacité de raisonnement. Donc là, c'est les modèles, par exemple, sur ChatGPT, ça va être les modèles O1. Sur Mistral, il y a aussi des modèles de raisonnement. C'est la possibilité pour une IA de poser des hypothèses et de challenger ces hypothèses. Donc en fait, si vous voulez, l'IA va avoir une capacité à réfléchir. Typiquement, vous allez lui demander une stratégie sur, je ne sais pas, quelle stratégie pour créer des parcours de formation ou quelle stratégie pour capter des nouveaux prospects dans un contexte normand. Eh bien, l'IA va poser plusieurs hypothèses, va challenger chacune de ces hypothèses, donc va avoir une réflexion et après va vous donner une réponse en fonction des hypothèses qu'elle aura posées pardon, et de la manière dont elle aura réfléchi à ces hypothèses. Vous avez l'agentivité, donc ça j'en ai parlé, les agents qui arrivent, donc qui sont capables d'effectuer des actions ou de prendre des décisions sans aucune intervention humaine. Donc typiquement envoyer des mails,
Ça peut être aussi également dans dans des entreprises, notamment dans l'industrie, de pouvoir gérer des processus industriels, etc. Donc ça va être les agents, vous allez en entendre parler toute l'année 2025. C'est vraiment le gros phénomène qui est sur lesquels travaillent les acteurs de l'IA. Et puis, vous avez deux autres éléments. Donc, le Deep Research. Donc là, le Deep Research, c'est vraiment une capacité de raisonnement qui est beaucoup plus importante que la première. Typiquement, en fait, le Deep Research, ça veut dire que vous allez poser une question extrêmement pointue, extrêmement complexe, et l'IA va être capable d'aller sourcer sur Internet une quantité massive de données pour vous en faire un compte-rendu. Dit autrement, l'IA va faire le même travail qu'un chercheur ou que quelqu'un qui est en train de passer une thèse ou un mémoire en master. Elle fait exactement le même travail, elle le fait beaucoup plus rapidement et elle l'utilise. En fait, elle se connecte directement sur les données en ligne pour pouvoir faire ça. Et dernière capacité qui existe depuis l'arrivée des LLM, c'est le fine-tuning. C'est la capacité à réentraîner des modèles. Oui, typiquement, alors Perplexity, ouais, alors c'est encore beaucoup plus poussé que Perplexity, hein. Mais alors Perplexity, c'est du search en fait. Donc Perplexity, c'est une sorte de moteur de recherche augmenté avec l'IA. Et en fait, Deep Research, ça va être beaucoup plus pointu et beaucoup plus poussé que Perplexity en fait. Mais Perplexity, ça va être, si vous voulez, c'est juste du search. C'est juste du search. Donc Perplexity, ça ressemble plus, si vous voulez, à du function calling. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris l'IA et en fait, on l'a branché sur des capacités de moteur de recherche, en fait, sur la capacité à aller rechercher en ligne des éléments. Donc ça ressemble plus à du function calling. Deep Research, c'est en fait, on va utiliser les deux. On va utiliser à la fois cette capacité à utiliser des services, en fait, donc à aller faire de la recherche sur le web, et en plus, le raisonnement. Donc c'est ça le Deep Research. C'est l'idée de, on va rechercher sur le web et on a une IA qui est en capacité de raisonner, de réfléchir. Et si vous voulez, la recherche sur le web, elle va se faire vraiment sur d'énormes quantités de données, en fait. Et après, l'IA va tout simplement synthétiser l'ensemble des éléments, les structurer comme dans un compte-rendu, avec un titre, avec des paragraphes, avec des idées dans chaque paragraphe, quelque chose de vraiment très pointu. Et donc, voilà, se pose la question, notamment pour les étudiants en master ou en doctorat, la question de comment évaluer maintenant une thèse ou comment évaluer un mémoire, vu l'arrivée de ces technologies. Je continue, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur l'IA et les acteurs de la formation. Plusieurs enjeux. Alors aujourd'hui, moi, ce que je conseille pour les acteurs de la formation, au vu de ce qui se passe, c'est de vraiment de ne pas se précipiter en termes d'intégration d'IA. En fait, il y a plusieurs défis qui vont arriver pour les acteurs de la formation. Le premier défi, le plus important, à mon sens, c'est pas d'apprendre à utiliser l'IA, c'est pas de savoir prompter, c'est même pas d'un point de vue pédagogique en fait. Je dirais le premier défi, si demain vous souhaitez intégrer de l'IA, c'est d'abord un défi juridique. C'est d'abord de comprendre l'IA Act et notamment de savoir répondre à l'ISO 42001. Donc l'ISO 42001, c'est la première norme internationale qui permet d'avoir un système d'IA éthique, responsable, d'avoir une gouvernance de l'IA au sein des organisations. Donc c'est extrêmement important, je dirais, de pouvoir cadrer l'intégration de l'IA. Et donc pour les acteurs de la formation, le premier défi, c'est celui-ci, le défi juridique, parce que dans la réglementation européenne, un acteur de la formation est considéré comme un acteur à haut risque lorsqu'il intègre de l'IA. Et donc la réglementation européenne a déjà été votée, est en exercice, et l'IA Act va cibler directement les acteurs de la formation notamment, parce qu'effectivement, intégrer de l'IA dans un organisme de formation, sur de la montée en compétences, sur du recrutement, sur l'apprentissage des apprenants, etc., ça a été jugé à raison, en fait, extrêmement sensible par l'Union européenne. Donc, le premier défi, à mon sens, je le répète, c'est l'IA Act. C'est ça qui est le plus important. Vous avez ensuite un défi économique. L'IA, ça a un coût. Même si c'est open source,
vous avez un coût en termes d'hébergement, donc en termes de soit de data center, soit de serveurs, etc. Vous avez ensuite un défi pédagogique, comment on intègre l'IA de manière pertinente au sein des parcours de formation, comment on évalue des élèves. Nous, on a toujours été habitués à l'évaluation individuelle. Qu'est-ce qui se passe quand un élève utilise une IA et comment on peut permettre une bonne observation de la montée en compétences, comment on peut ajuster les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation. Et puis, vous avez également un défi de déploiement, donc à savoir, est-ce que mes données, je les mets dans le cloud? Est-ce que ce cloud est un cloud américain ou non? Est-ce que je les mets sur site? Quel est le coût de mettre mes données sur site et comment je vais traiter ces données-là? Je fais un petit rappel sur les e-books. J'avais sorti un e-book cette année sur Communautique pour les acteurs de la formation et le deuxième est en préparation. Le deuxième e-book est en préparation. Voilà, donc ça c'était sur la partie IA. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Je continue, alors j'avance un petit peu, je vais être un petit peu plus rapide sur l'edge computing. Je vais dire deux, trois mots. L'edge computing, c'est l'opposé du cloud computing. Donc, pour rappel, le cloud computing, c'est les data centers, les centres de données, tout simplement. Et aujourd'hui, la tendance en 2025, c'est de rapatrier ces données sur site. Et donc, d'avoir des serveurs directement sur site. Donc là, je vous donne un exemple très concret. L'edge computing, ça permet voilà, aux organismes de formation de pouvoir héberger localement la totalité de leur contenu et de pouvoir aussi également garantir un accès en ligne. Donc ça veut dire que typiquement, les organismes de formation vont pouvoir avoir à disposition des serveurs, créer leur propre réseau et sécuriser leurs données. Donc ça, c'est pareil, ça va être une techno qui va être extrêmement tendance en 2025 pour les raisons que j'ai citées précédemment, notamment les raisons géopolitiques. Un exemple de l'edge computing, c'est donc tout simplement, ça va être ce boîtier-là. Donc, ce boîtier-là, c'est un boîtier qui permet d'entraîner des IA et qui permet d'héberger des modèles d'IA directement. C'est un tout petit boîtier. Ça vient remplacer en fait ces centres de données. Donc là, vous voyez, vous avez les data centers qui sont visibles et le boîtier peut se mettre typiquement sur un bureau. Donc ce boîtier, c'est vraiment l'équivalent, en fait, entre guillemets, on va dire, de centres de données qu'on va pouvoir installer sur son bureau et sur lesquels on va pouvoir héberger de l'IA et on va pouvoir diffuser cette IA dans l'ensemble de notre organisation. Donc ça, c'est l'edge computing. L'idée de l'edge computing, c'est vraiment de pouvoir avoir des petits périphériques qui permettent d'héberger nos données de manière locale, sur site, et de ne plus les héberger à distance. Et donc ça, c'est un projet notamment qui est porté par NVIDIA. Et donc là, je vous ai mis une coupure de presse, hein, c'est l'IA à portée de main. Et donc on vous dit, voilà, imaginez un super ordinateur d'intelligence artificielle plus petit qu'un Mac ou aussi petit qu'un Mac et qui, à un coût minime, on regarde des capacités de ce qu'il offre. Donc 3 000 $, on regarde des capacités de ce qu'il offre, de ce qu'il permet, et surtout de pouvoir en fait réintégrer ces données de manière locale. Bah, ça offre un avantage. Ça permet en fait de ne plus être abonné à un cloud, de ne plus dépendre d'une infrastructure notamment américaine et de ne plus être piégé justement par un système d'abonnement. Ce petit boîtier, ça s'appelle un single board computer. C'est ce qu'on appelle des ordinateurs monocartes. Idem, ces ordinateurs en 2025, vous allez en voir partout. Alors, ça existe depuis très longtemps, hein, notamment pour ceux qui connaissent, il y a eu les Raspberry. Mais là, ça a retrouvé, je dirais, comment dire, un retour en force. Le single board computer, c'est des ordinateurs très petits qui ont un coût extrêmement faible et qui sont l'équivalent de nos ordinateurs portables, etc. Pourquoi on les utilise? On les utilise parce que globalement, les logiciels qui sont dessus sont des logiciels open source. Les systèmes d'exploitation sont des systèmes open source. Et enfin, ça permet de consommer beaucoup moins d'énergie, d'être beaucoup plus responsable, etc. Et donc là, vous voyez à droite, vous avez une petite carte électronique. Sur cette carte électronique, vous retrouvez l'ensemble des composants d'un ordinateur.
Donc c'est vraiment, c'est extrêmement efficace. Vous avez des ports USB, vous avez un CPU, vous avez de la RAM. Et ce qui fait office de disque dur, c'est les petites cartes SD qu'on met dans les appareils photo. Donc vous avez des cartes SD qui montent jusqu'à 120, 200 gigaoctets en fait. Et donc ça, c'est ce qui va alimenter, ce qui va permettre d'héberger en fait vos données sur ces ordinateurs monocartes. Alors je vous montre une petite illustration de ces ordinateurs. Vous voyez, c'est extrêmement petit. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est la marque Raspberry Pi. Raspberry Pi a conçu ces ordinateurs de manière. La première cible, c'était pour l'éducation, pour la formation, pour les apprenants. Donc l'idée, c'était de démocratiser les équipements informatiques pour les élèves et pour les apprenants. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi ça revient en force? Parce qu'effectivement, on a des problématiques de numérique responsable, parce qu'on veut aller beaucoup plus vers l'open source et pour le coût aussi également. Le coût de ces ordinateurs, il est extrêmement faible, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros en fait. Autre exemple, pour le Raspberry Pi, là, vous avez directement la carte Raspberry Pi qui est intégrée dans un clavier. Donc, vous voyez, si vous regardez la main, vous voyez que le clavier est assez petit. Donc, ça veut dire que, par exemple, les apprenants peuvent se balader avec leur clavier, le brancher sur un écran et allumer l'ordinateur directement sur le clavier. Donc, ça permet d'être extrêmement flexible, ça permet de financer, en fait, des équipements informatiques intéressants. Le système d'exploitation sur les. Alors, je parle des Raspberry Pi, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres modèles. Il y a les Orange Pi, voilà, il y a vraiment plein d'autres ordinateurs monocartes. Mais sur le Raspberry Pi, vous avez le système d'exploitation. C'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux, qui utilise le noyau Linux, et donc qui est un système open source, gratuit, et qui fait le taf largement. Et donc là, je vous ai mis voilà, un petit comparatif des prix, hein. Vous voyez, vous avez le kit là à 130 euros. Voilà, ça, c'est le prix de ces ordinateurs aujourd'hui qui sont, qui fonctionnent pour de la bureautique, pour de la veille sur le web, etc. Et ça permet pour les acteurs de la formation de pouvoir imaginer des modèles de financement, c'est-à-dire de pouvoir repenser un petit peu dans le coût de la formation, dans le coût de l'entretien, de la maintenance des parcs informatiques. Ça permet d'être imaginatif et de pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'il y a des possibilités de modèles de financement quand je propose une formation? Est-ce qu'à la place de faire une maintenance sur un parc informatique ou de renouveler mes PC tous les 5 ans, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle beaucoup plus flexible grâce à ces ordinateurs? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Et du coup, je continue sur l'open source. Donc, je suis désolé, hein, je passe de sujet en sujet, mais c'est les sujets les plus importants. Donc, l'open source, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Euh, non, pas forcément, Florent. Non, non, ça ne demande pas une compétence. Non, non, justement, alors je relis la question de Florent. Par contre, ça demande une compétence hardware, maintenance forte. Pas nécessairement. C'est vraiment pensé alors, c'est pensé pour les enfants, pour les apprenants, pour les jeunes. Donc, en fait, quand vous allez recevoir le kit, si vous voulez, en fait, tout est très bien expliqué, hein. Vous avez juste, en fait, à brancher quelques éléments, à plugger quelques éléments. Et puis, vous avez déjà les systèmes d'exploitation qui sont installés. Donc, en fait, c'est quasiment clé en main. Il y a juste, voilà, il y a juste voilà, pour vous remontrer l'exemple, vous avez juste à remettre la puce, enfin la carte, pardon, dans le boîtier. Donc, c'est vraiment pas compliqué, hein. Un enfant peut le faire, voilà, un adolescent peut le faire. Et donc, au contraire, non, c'est très accessible. Donc, ça ne demande pas nécessairement de compétences hardware. De maintenance forte pour les Raspberry, pour les single board computers, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment les ordinateurs monocartes. Oui, possibilité d'installer des logiciels. Alors attention, par contre, vous êtes sur de l'open source, donc vous êtes sur des systèmes d'exploitation qui sont basés sur Linux. Vous n'allez pas pouvoir installer, si les logiciels ne sont pas compatibles Linux, vous n'allez pas pouvoir les installer. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, en 2025, ce qu'il y a de formidable, c'est que Linux enfin, il y a une grosse hype autour de Linux maintenant. Tout le monde va vers l'open source, va vers ce type de système d'exploitation. Donc, en fait, vous allez retrouver beaucoup d'équivalents
en logiciel libre, en logiciel open source, et vous avez beaucoup de logiciels qui sont compatibles avec Linux. Donc oui, vous avez la possibilité d'installer des logiciels. Vous avez ce qu'on appelle un gestionnaire qui est directement intégré. Donc si je retrouve, vous avez un gestionnaire qui vous permet de télécharger ces logiciels. Alors, est-ce que vous pouvez y stocker toutes vos données? En fait, vous pouvez stocker, vous avez ce qu'on appelle une carte SD, donc une carte flash. C'est les cartes SD qu'on met dans les appareils photo, typiquement. Vous pouvez stocker vos données dessus. Ça dépend de la capacité de votre carte SD, en fait. Alors, globalement, une carte SD, elle peut aller, enfin, vous avez des cartes de 16 Go, 32 Go, 120 gigaoctets. Sur certains ordinateurs monocartes, vous pouvez directement rajouter des disques durs, donc des SSD. Donc c'est ce que vous avez dans vos ordinateurs classiques en fait. Vous pouvez directement rajouter des disques durs SSD. Là, ça demande un petit peu de bricolage, mais globalement, une carte SD, vous prenez une carte SD, je ne sais pas, allez, on va dire de 100 gigaoctets. C'est suffisant en fait en termes d'usage pédagogique pour les apprenants. Vous pouvez utiliser ces ordinateurs comme serveur aussi également. Donc, dessus, vous installez par exemple un- un système de gestion de données, un logiciel qui permet voilà, un drive qui va permettre d'aller stocker vos données. Bah, vous pouvez l'utiliser comme serveur. Donc là, pour le coup, ça demande un petit peu de compétences techniques pour transformer ces petits ordinateurs en serveurs, mais c'est tout à fait possible. Et les apprenants peuvent y avoir accès. Oui, bah du coup, mais vous voyez déjà le Raspberry Pi est déjà utilisé. euh, donc très bien, ouais, c'est super, hein, Frédéric, c'est une très bonne initiative. Ouais. Autre aspect important, la sécurité. Alors, la sécurité quand même en termes de cybersécurité bah, après il faut effectivement là sur les OS classiques. Par exemple, l'OS de Raspberry est déjà configuré pour mettre à jour les packages, etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop au niveau technique, mais en fait, c'est vraiment très user-friendly, hein. C'est vraiment clé en main pour les utilisateurs. Si après, vous voulez aller sur transformer votre Raspberry ou votre ordinateur monocarte en serveur, là, effectivement, ça nécessite un aspect de cybersécurité. Donc là, vous allez voilà, peut-être appeler un administrateur système et réseau. Mais si vous voulez utiliser ces ordinateurs, voilà, je dirais pour un usage classique qui est euh, aller sur Internet, faire de la bureautique, que les apprenants puissent avoir un équipement informatique, bon, c'est tout à fait possible. Et vous avez déjà un OS, donc le système d'exploitation de Raspberry ou d'autres hein, qui sont déjà extrêmement sécurisés. Et les systèmes comme Ubuntu, etc., font beaucoup d'efforts, font beaucoup de mises à jour automatiques en termes de sécurité. Alors justement, je viens sur l'open source. Donc, un des sujets aujourd'hui, l'open source, c'est le sujet crucial pour cette année. Si vous avez deux choses à retenir de ce webinaire où qui est extrêmement riche, j'ai essayé d'embrasser plein de sujets. C'est effectivement, bon, l'agressivité voilà, de l'administration américaine sur le numérique et la géopolitique américaine sur le numérique. Et deux, le sujet qui est en réponse à ça, c'est l'open source. Et aujourd'hui, l'open source, c'est partout. Et on parle même d'open source first dans les entreprises. Donc, je vais l'expliquer juste après. Qu'est-ce que l'open source? Donc, ça désigne en fait des modèles de développement qui sont basés sur la transparence, qui sont basés sur la collaboration et qui ouvrent le code. C'est-à-dire le code source est accessible. C'est opposé au logiciel propriétaire, ça veut dire que n'importe qui peut utiliser ce code source pour améliorer le logiciel, pour le diffuser, voire pour aussi également en faire un usage commercial. Et donc l'open source, on le retrouve sur le logiciel, mais on le retrouve aussi également sur le hardware. Donc vous avez typiquement maintenant, vous avez des composants hardware, donc des composants matériels qui sont basés sur de l'open source. Je pense notamment à la puce
au RISC-V, en fait, au modèle de puce RISC-V, au FPGA qui permet de créer ses propres CPU. Donc, je ne vais pas pareil rentrer dans la technique, mais c'est des sujets qui sont extrêmement passionnants. Vous avez l'open data et vous avez les infrastructures partagées, donc l'open gouvernance. Deux figures importantes du numérique. Donc à gauche, vous avez Linus Torvalds, qui est le créateur du noyau Linux, donc du kernel Linux. Et à droite, vous avez Steve Jobs. Donc c'est deux figures qui ont, je dirais, pensé le numérique. Pour Linux, la création de Linux, ça a permis en fait de pouvoir développer les data centers, les serveurs, parce que sur l'ensemble des serveurs, en fait, c'est Linux qui est utilisé. Et puis la vision marketing de Steve Jobs avec Apple. Les principes de l'open source, donc vous avez plusieurs. Donc c'est premier principe, l'accès au code source. Donc tout le monde peut le consulter, le modifier et redistribuer le code. La liberté d'utilisation, donc il n'y a aucune restriction sur l'usage de ces logiciels, même à des fins commerciales. Donc, vous pouvez reprendre un logiciel, un code source open source pour après le commercialiser. Typiquement, Red Hat, c'est ce qu'ils font. Donc Red Hat est un éditeur, ils reprennent le code source de Linux et ils le commercialisent en fait. Vous avez autre principe, la collaboration. Donc c'est vraiment, alors la collaboration, c'est vraiment la force de l'open source, c'est-à-dire que vous allez avoir des contributeurs qui vont améliorer, qui vont maintenir le code. L'une des plus grandes plateformes qui permet ça, c'est GitHub, où vous avez voilà, des millions en fait, de contributeurs qui vont améliorer le code source des logiciels en termes de sécurité, en termes de nouvelles fonctionnalités. Les licences, donc vous en avez plein des licences qui permettent d'assurer la pérennité du projet. Et puis, vous avez l'enjeu de transparence et de sécurité. Et donc, un logiciel open source, vu qu'il est visible par tous, les vulnérabilités sont visibles par tous et donc peuvent être corrigées, peuvent être réparées et peuvent être améliorées. Donc, c'est ça la puissance de l'open source. En 2025, ce qu'il faut savoir, c'est que, les grands groupes, donc quand je dis les grands groupes, c'est Orange, SNCF, BNP Paribas, Société Générale, tout le monde est open source first. Donc ça veut dire qu'un grand groupe, quand il a un projet numérique, la première chose qu'il pense, c'est est-ce qu'on a des briques open source pour faire ce projet-là? Est-ce qu'on a des solutions open source avant même d'envisager des produits propriétaires? Donc ça, vous avez notamment une association qui s'appelle le TOSIT, qui regroupe justement les industriels, donc SNCF, Orange, et eux, en fait, se mettent ensemble. Donc, par exemple, vous allez avoir Orange et SNCF qui vont se mettre qui vont mettre leurs ressources en commun et qui vont concevoir ensemble des logiciels. Donc, typiquement, SNCF a eu une idée, voilà, à des problématiques, notamment de maintenance d'infrastructures sur le rail. Orange a la même problématique. C'est-à-dire, Orange a aussi également des infrastructures de télécom. Et ben, ils ont conçu ensemble un logiciel qui leur permette justement d'assurer la veille sur ces infrastructures. Donc vous avez des mises en commun d'acteurs qui viennent de secteurs différents, un le ferroviaire, l'autre les télécoms. Et en fait, ils s'associent pour pouvoir créer ces logiciels open source. Et après, ils les diffusent, ce qui permet leur amélioration. L'open source est omniprésent. Aujourd'hui, tout est basé sur l'open source. Donc, votre système d'exploitation Windows, il est basé sur l'open source. Vos logiciels que vous utilisez, vous avez forcément une brique open source, en fait, dedans. Les logiciels par abonnement, typiquement Netflix, Microsoft, etc., vous avez des briques open source qui sont utilisées. Et quand on dit 70% des entreprises françaises utilisent ou contribuent à des projets open source, en réalité, on peut même dire 100% des entreprises françaises utilisent des briques open source, en fait. Donc, quelque part dans vos logiciels, dans vos ordinateurs, dans le numérique, vous avez des briques open source qui sont, sur lesquelles vous vous appuyez pour organiser voilà, vos processus, pour pouvoir administrer votre organisme de formation. En France, on est le premier marché européen de l'open source, donc on est à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un marché qui est projeté à 20 milliards d'euros en 2027.
Ce que ça permet, bah, je le redis dans le contexte que j'ai évoqué en début de ce webinaire, l'indépendance. Et voilà, donc l'indépendance, ça s'entend dans le sens où si vous êtes dépendant d'un logiciel propriétaire, vous êtes dépendant de la tarification de ce logiciel propriétaire, vous êtes dépendant de la stratégie commerciale, vous êtes dépendant de cette entreprise. Le fait d'avoir un logiciel open source, ça vous garantit qu'il y aura des personnes qui vont y contribuer, des personnes qui vont le maintenir, et ça évite une dépendance à l'égard d'entreprises privées et sur lesquelles vous n'avez pas la main. Et ensuite, ça permet aussi une souveraineté technologique. Et donc, voilà, si vous avez des logiciels qui sont voilà, développés en Europe, en France, etc., ça permet d'échapper à l'emprise des GAFA. Et pour terminer, je pense, mais ça c'est une opinion personnelle, l'open source aujourd'hui, c'est un enjeu qui est aussi fort, sinon plus fort, que l'IA. C'est-à-dire que avant de penser IA, il faut vraiment penser à résilience et autonomie. C'est vraiment la priorité. Quel secteur ça touche? Bah, ça touche quasiment tous les secteurs, hein. L'administration, la collectivité. Ici, en région Normandie, on a des briques open source. L'éducation, Moodle, Linux. Les entreprises privées, notamment dans la cybersécurité, sur l'IA. Et puis la recherche et l'innovation. Pour les acteurs de la formation, ce que je conseille, c'est vraiment de réfléchir à cette question, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à des standards normands, à des standards français, à des standards européens. Typiquement, cette présentation, je la fais sur PowerPoint. Bon, bah, PowerPoint, c'est un des logiciels les plus utilisés en formation. Peut-être qu'il est temps pour les acteurs de la formation de pouvoir repenser les outils et de se dire, voilà, on s'associe, on finance des logiciels open source qui vont être libres, qui vont pouvoir, comment dire, être interopérables, sur lesquels on va pouvoir mutualiser des ressources et qui vont pouvoir être améliorés dans le temps. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est beaucoup plus de réfléchir à la conception d'outils et à avoir une réflexion sur l'ensemble des acteurs de la formation pour créer des standards, en fait. Euh, idem, je pense que dans le numérique, il faut aller de plus en plus vers la mutualisation des ressources, donc la mise en commun et le retour d'expérience. Et puis, de pouvoir élargir en fait le support communautaire, c'est-à-dire de permettre à des acteurs de la formation de jouer un rôle d'accompagnement, de jouer un rôle de support, etc. Donc ça, c'est vraiment les enjeux en 2025, de plus en plus, pas simplement d'utiliser les logiciels, mais de se dire, il y a des possibilités de stratégie open source, il y a des possibilités de création, de mutualisation. Les grands groupes le font, pourquoi on ne le ferait pas? Et forcément, dans la formation, vous avez des problématiques liées au numérique, vous avez peut-être des besoins de nouveaux logiciels, des besoins d'indépendance. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut pousser en 2025, sur laquelle il faut commencer à réfléchir. Les modèles économiques, alors, vous en avez plein quand vous décidez voilà, de dire bah, on va financer, on va concevoir de l'open source. Le premier modèle, c'est effectivement l'open core, donc ça veut dire avoir une version gratuite et des fonctionnalités avancées que vous ferez payer, typiquement. Donc une base gratuite pour tout le monde, ce qu'on appelle généralement une base communautaire, et puis vous rajoutez des fonctionnalités payantes. Vous avez, et ça c'est un modèle qui est extrêmement intéressant pour les OF, c'est-à-dire demain, imaginons, vous vous associez, vous êtes 5 OF, vous mettez euh, des ressources en commun pour financer la création du logiciel. Ce qui devient intéressant derrière, c'est une fois que ce logiciel, si vous le poussez pour qu'il devienne un standard, c'est-à-dire qu'il soit, en fait, qu'il puisse être utilisé par tous, derrière, vous avez la possibilité de faire du support, de faire de la formation dessus, de pouvoir faire du consulting. Donc ça, c'est vraiment un modèle économique qui va de pair avec les acteurs de la formation, puisque les acteurs de la formation construisent des parcours de formation. Et là, ce qui serait intéressant, ça serait de voir émerger des acteurs qui commencent à concevoir ou à financer des logiciels, à maintenir des logiciels open source pour pouvoir après voilà, avoir un modèle économique qui est basé sur la formation de ces logiciels-là et pour pouvoir le diffuser partout. Ce que gagnent par exemple les utilisateurs, c'est un logiciel qui est gratuit, c'est un accompagnement qu'ils peuvent payer s'ils le souhaitent
de la part d'un acteur de la formation, de la part d'un partenaire, d'un pair. Et donc ça, c'est vraiment un modèle économique qui, à mon sens, serait le plus pertinent. Et puis, vous avez un autre modèle. Donc là, c'est le modèle SaaS open source, c'est-à-dire que le logiciel est open source, vous le téléchargez, vous l'avez en local. Par contre, si vous voulez l'utiliser sur Internet, etc., il est directement hébergé par l'éditeur. Et enfin, vous avez une licence double. Donc, vous avez l'open source et le commercial. Donc, vous avez une licence dite communautaire et une licence propriétaire. Là, en termes de gouvernance sur l'open source, comment ça fonctionne, comment on met en place une stratégie open source, vous avez ce qu'on appelle les sponsors. Donc, les sponsors, c'est tout simplement ceux qui financent l'open source. Donc, mon exemple de les 5 acteurs de la formation, les 5 OF qui se mettent ensemble sur une problématique vont financer en fait ce logiciel. Il va y avoir des mainteneurs. Donc, les mainteneurs, on peut le dire autrement, c'est les porteurs de projet qui vont garantir que le projet va arriver à terme, va être pérenne. Vous avez les contributeurs. Donc, les contributeurs, généralement, sont bénévoles. C'est des développeurs qui sont bénévoles. Et donc, sur GitHub, cette culture-là fonctionne parfaitement. Et donc, vous avez beaucoup de développeurs bénévoles qui vont améliorer le code, etc. Pourquoi ils le font en bénévolat? Parce que pour un développeur, ça lui permet de gagner en expérience, ça lui permet lorsqu'il veut être recruté, lorsqu'il veut montrer son CV, de pouvoir indiquer qu'il a participé à l'amélioration d'une brique technologique. Et donc c'est une culture qui est très présente en fait chez les développeurs. Et puis vous avez les utilisateurs qui voilà, vont pouvoir bénéficier gratuitement du logiciel, vont pouvoir indiquer des améliorations, etc. Donc ça, c'est la gouvernance de l'open source. Et donc, quelques exemples, hein, je vous ai cité tout à l'heure le TOSIT. Et vous voyez le TOSIT, donc les membres fondateurs du TOSIT, vous avez Carrefour, EDF, Enedis, Orange, France Travail, SNCF. Vous avez d'autres membres, hein, vous avez le Crédit Agricole, vous avez des ministères qui se sont associés, vous avez Sanofi qui s'est associé. Et donc, ils se rassemblent ensemble et ils mutualisent des ressources pour construire ensemble des logiciels open source. Et voilà, autre élément sur l'open source. Donc là, sur l'open source, vous allez l'entendre sur l'IA, qui est aussi un enjeu majeur. Allez, je termine très rapidement sur le digital learning. Là, là, on est 1h20, donc je vais essayer d'être très rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'open source. Je n'avais pas vu. Je regarde juste les questions. Oui, Framasoft, très bien. Ouais. Framasoft, c'est vraiment effectivement. Alors, eux, ils sont à la pointe et en plus, ils ont une. Donc, euh, ils diffusent vraiment une culture de l'open source. Vous en avez plein. Vous avez Open Source Expert aussi. Vous avez Open Source Experience qui sont des conférences effectivement sur l'open source. Moi, j'invite vraiment les acteurs de la formation à réfléchir à cette stratégie-là en sachant que à la région Normandie, vous avez ce qu'on appelle les fonds européens. Donc, les fonds européens, c'est des avances remboursables. Donc, aujourd'hui, on finance, donc c'est de la subvention publique, hein, subvention européenne, on finance jusqu'à 80% des projets, et notamment l'open source rentre dedans, donc des projets à impact normand. Il y aura un webinaire qui va porter justement sur le FEDER et comment des acteurs de la formation peuvent porter des projets ensemble, comment les fonds européens que nous avons à la région Normandie peuvent être utilisés pour financer des projets open source à hauteur de 80%. Voilà, donc il va y avoir un webinaire là-dessus que je vais organiser avec notamment les collègues du service innovation et fonds européens. Autre question ou autre remarque? Oui, oui, c'est effectivement. Mais là, alors, je lis, hein, face aux enjeux de prédation actuels des EUSA, seule une réponse européenne semble pertinente, y compris sur l'open source, etc. Alors, il y a une échelle, effectivement, il y a une échelle européenne qui est extrêmement importante pour être résilient. Moi, je pense que
les trois échelles sont pertinentes en réalité. Donc l'échelle européenne, pardon, qui va donner un cadre, qui va pouvoir donner aussi des subventions, des fonds via le FEDER, les fonds européens. Mais vous avez aussi également une échelle nationale qui permet d'impulser, de rappeler. Typiquement, le gouvernement, lors du sommet de l'IA, a quand même a rappelé très fortement les enjeux de l'open source sur l'IA. Et vous avez, et ça c'est un avis personnel, hein, mais vous avez une échelle régionale. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que c'est dans la proximité, c'est sur le territoire, c'est avec les acteurs du territoire qu'il faut bâtir l'open source. Je pense que c'est extrêmement important que les acteurs de la formation se saisissent de ce sujet-là, qu'ils soient accompagnés. Et nous, on va accompagner à la région, on va accompagner justement sur ces sujets-là à travers Communautique, à travers le FEDER, etc. Mais je pense que l'échelle régionale est importante. Et donc, c'est sur le territoire et dans la proximité qu'il faut commencer à bâtir des logiciels open source. Ça peut porter sur plein de problématiques, hein. Ça peut être la présentation, voilà, le diaporama, la présentation. Ça peut être l'administration d'une formation. Ça peut être l'ingénierie pédagogique. Ça peut être, enfin, voilà, il faut commencer à innover là-dessus. Ça peut être sur le digital learning. Euh, mais c'est extrêmement important voilà, d'y réfléchir en 2025, de commencer à y réfléchir. Je continue la présentation sur le digital learning. Je vais être très rapide, hein, parce qu'il y aura un autre webinaire dessus, une conférence pardon, dessus. Les tendances qu'on remarque sur le digital learning aujourd'hui, donc le digital learning, ça englobe vraiment l'ensemble de l'apprentissage numérique. Vous avez une séparation de l'acte de formation et de l'acte de certification qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus acté. Vous avez ensuite beaucoup plus de formations communautaires ou en peer learning. Donc, les formations communautaires, ça va être typiquement des formations sur Discord, des formations sur YouTube, des formations sur des plateformes qui permettent le peer learning. Vous avez l'arrivée assez controversée de l'infoprenariat et des infopreneurs. Vous avez quelques modèles d'infopreneurs qui sont intéressants. Donc, les infopreneurs, tout simplement, c'est des entrepreneurs de la formation. Souvent, c'est des figures seules qui utilisent les leviers numériques et donc qui utilisent aussi des techniques d'influence pour vendre de la formation, pour accélérer les montées en compétences, etc. Vous avez les plateformes collaboratives, donc 360 Learning, qui est le leader sur cette partie-là. Et puis, vous avez l'hyper-spécialisation de la formation, donc typiquement Udemy ou d'autres plateformes qui vont plus former sur des parcours de formation complets, mais vraiment sur des compétences propres, sur vraiment une ou deux compétences. En termes de prospective, donc ça, pareil, ça c'est un avis personnel. En termes de prospective, il y a un métier qui potentiellement va arriver en France, en Europe, enfin qui est déjà présent en Europe, mais qui est moins présent en France, c'est le métier de EdTech Broker, donc en français de courtier EdTech. Qu'est-ce qu'un courtier EdTech? C'est une personne, un intermédiaire qui va pouvoir conseiller les acteurs de la formation sur tel ou tel outil numérique, donc sur des outils EdTech. Et donc ça, c'est un métier qui est déjà présent en Angleterre, aux États-Unis, etc. Vous avez beaucoup d'organismes de formation qui utilisent des courtiers pour être conseillés sur quel outil utiliser, etc. Ça, je pense que ça va arriver en France, en fait, avec des enjeux derrière économiques, des enjeux politiques. Vous allez avoir des courtiers qui vont vous vendre de la solution américaine parce qu'ils sont commissionnés là-dessus, etc. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Aux États-Unis et en Angleterre, les courtiers en fait de ces technologies, donc qui font de la curation sur ces technologies, ils ont des entrées dans les ministères, notamment en Angleterre. Vous avez des salons qui sont organisés sur les techs. Et les professeurs vont directement dans ces salons et se renseignent sur quel outil utiliser en classe. Et vous avez donc ces courtiers qui vont leur conseiller tel ou tel outil, leur vendre tel ou tel outil, et derrière, en fait, ces courtiers vont influencer les politiques éducatives. Donc typiquement, si vous avez un courtier qui vous dit OpenAI, c'est super, utilisez-le, ça permet ça, ça permet ça. Avec ChatGPT, vous allez permettre à vos élèves d'apprendre plus vite, etc. Ça, c'est typiquement le rôle, le métier de broker, de EdTech broker. En Angleterre, c'est déjà le cas. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Potentiellement en France, ça risque d'arriver, en fait. Autre, autre élément qui va arriver aussi, enfin,
pareil, ça c'est un avis personnel, ce qu'on appelle le Bring You Own AI. Donc, mon anglais est pas terrible, mais dit en français plus clairement, c'est chacun ramène sa propre IA. Et donc ça, je pense que c'est un élément qui va arriver dans la formation, c'est qui est déjà en cours dans la formation, ce qu'on appelle le shadow IA, donc l'usage de l'IA cachée. Je pense que les acteurs de la formation, l'un des enjeux, l'une des questions qu'ils vont devoir se poser, c'est un, intégrer l'IA, comment le faire juridiquement, etc. Et deux, comment faire face ou comment réussir à intégrer le fait que les élèves ne vont pas utiliser l'IA dans les centres de formation, mais ils vont utiliser leur propre IA, en fait. Et ça change tout. Parce que vous allez avoir des apprenants qui vont utiliser une IA chinoise, une IA américaine, une IA européenne, une IA française, etc. Donc ça va apporter d'autres problématiques. Et puis, je pense que va arriver aussi également l'arrivée de structures d'auto-formation et de coaching, tout simplement des structures qui permettent de faire de la formation à distance, qui permettent de rassembler des gens au sein même de tiers-lieux pour leur permettre de monter en compétences. Alors quelques exemples. Donc vous avez Udemy qui est une plateforme effectivement d'apprentissage, de formation e-learning qui est basée exclusivement sur de la compétence, qui fait un peu de ce qu'on peut appeler de peer learning parce que chacun peut créer sa formation. Open Classroom qui est très connu, donc je reviens pas dessus. Dima, donc Dima c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Dima, eux, ils ont fait le choix clairement de séparer l'acte de formation et l'acte de certification. Eux, ils font que de la formation, donc ils ne s'embêtent pas avec les NDA, ils ne s'embêtent pas avec Calliope, ils font que de la formation sur des langages informatiques, sur du développement, etc. Et en fait, ils marchent très bien. Donc ça, c'est une concurrence aussi pour les acteurs de la formation, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, je ne passe pas de NDA, je ne passe pas Calliope, je ne m'embarrasse pas avec ça, je fais directement une plateforme et je suis centré exclusivement que sur l'acte de formation et pas l'acte de certification. Donc 360 Learning, je l'ai cité tout à l'heure. Pareil, plateforme collaborative. Et puis vous avez, voilà, alors Kokoroe, ça, c'est la plateforme du moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on en parle beaucoup. Ils ont remporté tous les marchés. Ils ont remporté pas mal de marchés, même au niveau de l'État. Sur l'IA, à chaque fois, ils sont dans dans toutes les conférences, dans tous les événements. Et le pari de Kokoroe, c'est une plateforme qui ressemble à Netflix. Et en fait, eux ne forment que sur la compétence. Donc, en fait, ils vont vraiment former sur des compétences très précises et ça cartonne. Ça cartonne, c'est utilisé dans toutes les entreprises et ils font une plateforme e-learning de ce type-là. Je suis même pas sûr, je ne sais pas s'ils ont Calliope, il faudrait que je regarde, mais typiquement, ça pourrait très bien fonctionner sans Calliope. Ça. Edflex, une autre plateforme, donc eux, c'est un autre pari. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, en fait, il y a plein de contenus pédagogiques et éducatifs qui existent déjà. Et en fait, ils vont agréger l'ensemble de ces contenus et ils le vendent après aux entreprises. Donc typiquement, ils vont prendre tous les contenus d'Open Classroom, de YouTube, etc. et ils vont le vendre après dans les entreprises. Et vous avez l'usage de Discord qui est devenu massif en fait. Donc ce qu'on appelle les formations communautaires où tous les apprenants, enfin beaucoup d'apprenants utilisent Discord. Donc ça peut être soit pour des reconversions professionnelles, soit pour monter en compétence sur un sujet. Donc Discord est vraiment devenu un outil indispensable et un lieu de formation, en fait, comme YouTube. Et ça, c'est une figure, voilà, bon, il y en a plein, j'ai cité une figure qui n'est pas du tout controversée, qui est même très bien, hein, de ce qu'on appelle les infopreneurs. Donc généralement, ça ressemble beaucoup aux influenceurs. Ils choisissent un sujet, et en fait, ils construisent une communauté dessus et leur modèle économique, c'est voilà, de facturer des formations. Et pareil, eux n'ont pas besoin de s'embarrasser de Calliope, du NDA, etc. Tout simplement. Oui, c'est ça. Kokoroe, c'est vraiment des formations sur étagère. C'est le Netflix de la micro-formation. Et ça cartonne bien. Hein, ils ont remporté beaucoup de marchés. Et beaucoup de marchés avec des grands comptes. Et l'État, quand même, commence à leur ouvrir les portes, en fait. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et voilà ce que je vous disais. Alors, un papier qui est extrêmement intéressant, une personne à suivre sur l'EdTech, qui est très bien, c'est Ben Williamson. Vous l'avez, c'est un des auteurs de la thèse sur les EdTech brokers, les courtiers en technologie éducative. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, le papier de recherche est disponible et accessible gratuitement. Il n'y a pas besoin de le payer.
Ben Williamson publie beaucoup sur LinkedIn. Je vous invite à le suivre. Si vous vous intéressez au sujet de l'EdTech, voilà, c'est un chercheur qui est spécialisé dessus. Beaucoup de références, beaucoup de posts sur ce secteur-là. Donc voilà, c'est, je dirais, une personne à suivre et qui est très pointue et qui fait de la recherche voilà, sur ces sujets. Et puis, bah, là, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais un des paris qu'on peut faire, c'est avec l'arrivée de l'IA, c'est une des hypothèses que je pose. Vous avez 2500 lycées qui existent, vous avez 2500 tiers-lieux qui existent en France. Avec l'arrivée de l'IA, peut-être que potentiellement ces tiers-lieux vont être investis pour pouvoir former à distance des apprenants, des décrocheurs. Donc typiquement un décrocheur qui ne peut pas passer son bac, qui est en dehors du système éducatif traditionnel, peut-être qu'il va aller dans ces tiers-lieux, peut-être qu'il va se former grâce à l'IA, peut-être qu'il va bénéficier de 10 campus. Donc ça, des avis personnels, un peu de prospective sur comment des lieux peuvent être investis par la technologie, qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà, là-dessus, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir se quitter ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis il y aura un replay.